100 trillions. C'est le nombre d'exoplanètes estimé dans l'univers. C'est 10 000 fois plus que le nombre de grains de sable sur Terre. Alors je vous pose la question, comment c'est possible qu'on ne voit personne? Je veux dire, sur 100 trillions d'exoplanètes, on n'arrive toujours pas à détecter ne serait-ce qu'une autre forme de vie. Et le pire, c'est que parmi les exoplanètes, il y en a qui sont pas si loin. Dans notre galaxie, on en a déjà 1 milliard. On a déjà tenté tellement de fois de contacter d'autres civilisations. Pourtant, rien. Alors je vous repose la question, pourquoi sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question, on n'est pas les seuls à se l'être posée. Le physicien Enrico Fermi s'est posé exactement la même question. Surtout que, je vous le rappelle, mais le Soleil est beaucoup plus jeune que d'autres étoiles. Il y a un tas de réponses différentes qui ont été trouvées, et cette série de questions, un nom lui a été donné. Bienvenue dans le paradoxe de Fermi. Et on va commencer avec un petit rappel. Un rappel du commencement. Je vais un peu vous parler du Big Bang. Vous savez tous que le Big Bang est une grande explosion qui a modelé l'univers tel que nous le connaissons. Et que cet univers, ça je pense qu'un peu moins de gens le savent, est en constante expansion. Tous les objets présents dans l'espace s'écartent entre eux et s'écartent d'un même point, soit là où a eu lieu le Big Bang. Sauf que le problème avec cette expansion, c'est que plus le temps avance, plus les galaxies s'éloignent les unes des autres, et plus un possible voyage vers d'autres galaxies devient compliqué, compte tenu de leur distance. Même à la vitesse de la lumière, ça changerait. Donc, dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur notre galaxie, notre petite Voie lactée, pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc dans notre galaxie, il y a 20 milliards d'étoiles comme le Soleil avec 1 milliard d'exoplanètes. Et si on part du principe qu'une sur 1000 pourrait voir la vie apparaître, il y aurait donc 1 million de planètes avec une forme de vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une planète ayant seulement quelques centaines de millions d'années de plus que la nôtre pourrait avoir des moyens technologiques qui dépasseraient les nôtres de très loin. Par exemple, quelqu'un qui est né il y a ne serait-ce que 200 ans ne pourrait même pas se représenter un monde comme le nôtre. Alors en des centaines de millions d'années, imaginez. Sauf que le problème c'est qu'on peut pas imaginer. Et donc pour quand même pouvoir classer ces civilisations, une échelle a donc été créée pour mesurer l'avancée technologique de civilisations extraterrestres, si elles existent évidemment. On retrouve dans cette échelle 3 niveaux bien différents. Le premier étant les civilisations de type 1, qui arriveraient à exploiter l'entièreté des ressources présentes dans leur planète. Le second étant les civilisations de type 2, qui pourraient exploiter toutes les ressources de leur système solaire. Vous connaissez peut-être la sphère de Dyson, qui est une structure qui consiste en gros à récolter l'énergie de son étoile pour en avoir une quantité quasiment inépuisable. Et enfin, le troisième niveau étant évidemment les civilisations de type 3, qui seraient cette fois-ci capables d'exploiter toutes les ressources de leur galaxie. Si jamais vous voulez savoir où on se situe dans cette échelle, il a été démontré que nous sommes à un peu plus de 0,7. Et certains s'accordent même à dire que nous serons une civilisation de type 1 à la fin du siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, si on veut atteindre les prochains types, ce sera sûrement dans quelques millénaires pour le type 2 et au moins quelques millions d'années pour le type 3. En reprenant l'hypothèse que 1 million de planètes voient la vie apparaître et que 1 sur 10 000 atteint le niveau de type 3, il y aurait 100 civilisations de type 3 dans notre galaxie. Ce qui est en réalité plus que probable. Certaines planètes ont plus de 2 fois l'âge de la Terre. 4 milliards d'années en plus sur l'âge d'une planète, c'est largement suffisant pour devenir une civilisation de type 3. Alors on en revient à la même problématique, pourquoi on ne voit personne? Il y a 2 principales solutions au paradoxe de Fermi. La première étant qu'il n'existe tout simplement pas de civilisation de type 2 et 3, ce qui expliquerait pourquoi nous ne recevons rien. La seconde étant qu'il en existe, mais il y a des raisons de pourquoi nous n'avons pas de contact. Pour la première solution, si l'humanité n'a pour le moment jamais eu de contact, une des théories possibles serait qu'il existe tout simplement aucune civilisation de type 3 dans notre galaxie. Il y aurait un élément qui les empêcherait tous d'apparaître, comme une sorte de filtre avant le type 3 qui ferait le tri et qu'aucune civilisation n'a réussi à dépasser. Et cette théorie, c'est la théorie du grand filtre. Le principe de cette théorie, comme son nom l'indique, c'est qu'elle émet l'hypothèse qu'il y aurait une barrière, comme un élément qu'aucune civilisation n'arrive à dépasser, quelque chose de presque infranchissable. Sauf que si cette théorie est vraie, la question qu'il faudrait réellement se poser c'est est-ce que l'humanité a-t-elle déjà passé le grand filtre? Si on regarde un peu dans l'histoire de la Terre, on peut voir qu'elle en a vécu des choses. La première solution serait alors plutôt positive. Il y a en effet une possibilité qu'on ait déjà passé le grand filtre. Ça paraît peut-être impossible vu l'immensité de l'univers, mais il faut bien imprimer quelque part. Nous, on est ici en vie, mais on n'a en réalité aucune idée de la probabilité d'apparition de la vie. Et que celle sur Terre est peut-être un événement totalement improbable et chanceux. Avec tout ça, on pourrait se dire qu'il est en effet possible que nous ayons déjà passé le grand filtre. Même si c'est une opinion que peu de gens approuvent aujourd'hui, il est tout de même probable que l'humanité soit spéciale aux yeux de l'univers. Nous sommes peut-être les seuls, et même si je sais que ça paraît impossible, c'est pourtant pas impossible. Dans ce cas-là, on aurait alors une grande responsabilité. Étant la seule forme de vie un minimum intelligent dans l'univers, on se devrait de faire notre possible pour éviter la destruction de notre espèce, en s'étalant par exemple sur un maximum d'espace. Même si pour le moment, l'enjeu actuel est plus de maintenir une planète habitable. Un grand filtre potentiel serait tout simplement la création d'une planète comme la Terre. Les exoplanètes sont peut-être similaires à la Terre sans être pour autant comme elle. C'est pas impossible que la Terre ait eu des conditions absolument parfaites pour accueillir la vie,
et que sans ne serait-ce qu'une de ces conditions, par exemple la présence de la Lune, la vie ne serait peut-être jamais apparue. Pour vous donner un ordre d'idée, les grands filtres potentiels dans notre passé sont des événements qui sont déroulés qu'une fois à notre connaissance, comme par exemple le passage d'une forme de vie classique à une forme de vie intelligente, qui a été observé pour le moment que sur les humains, alors que la Terre regorge de différentes formes de vie. Si un événement a été observé ne serait-ce que 2 fois sur Terre, ça paraît littéralement impossible que ce soit un événement d'une immense rareté. Bon, même s'il y a en effet des possibilités que le grand filtre soit dans notre passé, désolé de vous le dire, mais la probabilité que le grand filtre soit dans notre futur est beaucoup plus importante. Surtout que je vous le rappelle, mais selon l'échelle que je vous ai donnée tout à l'heure, l'humanité n'est que à 0,7, sur une échelle pouvant aller jusqu'à 3. Donc cette fois-ci, les grands filtres sont plus théoriques, car on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais je vous rassure, ils y restent tout aussi intéressants. Une des catégories de grands filtres serait que nous n'existions plus à cause de certains éléments naturels de l'univers. Des explosions de rayons gamma, supernova, hypernova et tout ce qui va avec. Ça nous détruirait, directement ou indirectement. C'est un peu terrifiant, mais imaginez qu'une étoile immense explose pas trop loin de nous, ça créera donc une hypernova qui émettra des rayons gamma très puissants sur de très longues distances. Si jamais ces rayons nous touchent, globalement, il y a une possibilité que la Terre se fasse annihiler sous le coup. Si par chance ou par malchance, le rayon n'est pas assez puissant pour nous détruire, on finirait par périr dans tous les cas des conséquences de l'hypernova. Bref, je sais que c'était pas forcément nécessaire, mais c'était juste pour vous rappeler que l'univers n'est pas un terrain de jeu, et reste tout de même hostile à la vie avant tout. Il y a aussi la possibilité que les formes de vie intelligentes s'autodétruisent d'elles-mêmes, que ce soit à cause de guerres ou à cause de conséquences imprévues de certaines nouvelles technologies. L'humanité a déjà la capacité technologique de détruire la Terre, et pour ceux qui me diraient que personne n'est assez fou pour détruire la Terre, je vous rappelle une chose, et ceux qui ont vu le film Oppenheimer le savent, mais lorsque les États-Unis ont mis au point la bombe atomique, qui consiste en gros à une réaction en chaîne qui, vous le savez, prend des ampleurs absolument gigantesques, il y avait un détail qui n'était pas des moindres, parce qu'ils avaient calculé qu'il y aurait une infime possibilité que cette réaction en chaîne ne s'arrêterait jamais, et créerait une explosion recouvrant toute la surface de la Terre. En ayant conscience de ça, les États-Unis ont tout de même lancé 3 bombes atomiques en 1945, une pour essayer et 2 sur le Japon, avec chacune d'entre elles la probabilité de détruire la Terre. Je vous rassure, ça a ensuite été démontré que l'embrasement total de la Terre n'aurait pas pu arriver, mais quand même, l'intention était là. Désolé, je m'en écarte un peu, mais c'était juste pour vous faire prendre conscience que même si ce grand filtre paraît irréalisable, c'est en réalité quelque chose de plus que probable. Bon, maintenant qu'on a analysé les principales solutions à la première réponse au paradoxe de Fermi, qui montre en gros que nous serions tout seuls, la deuxième et dernière solution à ce paradoxe, et qui est de loin la plus intéressante, car elle exclut totalement la possibilité que l'humanité serait spéciale, consiste à déterminer les raisons de pourquoi nous n'arrivons pas à contacter d'autres formes de vie. Ce qui est plutôt logique car quand on y réfléchit un peu, c'est totalement illogique de penser que nous sommes seuls dans l'univers, avec comme seule preuve concrète le fait que nos signaux nous ont jamais été renvoyés. Surtout qu'il est totalement possible que d'autres civilisations ne perçoivent pas les mêmes choses que nous, de la même manière, à la même vitesse. Imaginez un instant une civilisation qui réfléchit 1000 fois plus vite ou 1000 fois plus lentement que nous. Vous pensez vraiment qu'elle arrivera à ne serait-ce que détecter notre message ? Non, évidemment. Et heureusement pour nous, on n'est pas les seuls à s'être posé la question. Le paradoxe de Fermi est plutôt connu pour les gens qui suivent un peu les sciences, alors des solutions, il y en a beaucoup. Et moi, je suis là pour vous sélectionner les plus intéressantes. La première explication serait tout simplement que des formes de vie plus avancées que la nôtre ne voient tout juste pas d'intérêt à la colonisation. Une civilisation pourrait préférer assurer son existence pour l'éternité grâce à différents moyens. Mais c'est la théorie du cerveau matrioshka qui est de loin la plus convaincante. Je vous avais parlé tout à l'heure de la sphère de Dyson, qui permettrait d'avoir une quantité absolument faramineuse d'énergie. Imaginez maintenant que cette énergie, vous la mettez au service d'un ordinateur. La puissance de calcul qui en découlerait serait juste inimaginable. On aurait la possibilité de faire tourner n'importe quoi sur cet ordinateur. Vraiment n'importe quoi. Et ça tombe bien car le principe même du cerveau matrioshka serait qu'une civilisation transplante la conscience de tous ses habitants dans une simulation pour en assurer la survie à travers le temps. Plus besoin de manger, de boire, chacun pourrait faire ce qu'il veut autant qu'il le souhaite. Cette existence, bien qu'elle paraisse à mon goût très fade, pourrait être une des explications de pourquoi nous n'avons pas de contact. La deuxième explication, et qui est cette fois-ci plus terrifiante, serait qu'une forme de vie de type 3 nous cultive. Je sais que le terme est un peu étrange, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, les ressources extrêmement rares dans l'univers sont par exemple du bois, des plantes, et tout ce qu'on trouve à notre connaissance uniquement sur Terre. Une civilisation plus avancée pourrait alors avoir déposé la vie sur Terre, qui avait de bonnes dispositions pour l'accueillir, attendu qu'elle se développe et tout récolter à la fin. Ce serait comme avoir un potager mais à une échelle un peu plus grande, chaque plant de fruit étant une planète, les fruits étant les ressources présentes sur celle-ci. C'est la théorie du superprédateur. Je vous ai présenté une de ces branches, mais cette théorie englobe en gros toutes les possibilités qu'une forme de vie plus avancée nous surveille, pour sûrement plusieurs raisons. C'est pas impossible que si l'humanité se développe trop rapidement, une civilisation pourrait nous détruire pour rester la plus grande civilisation de notre galaxie.
Dans ce cas, il faudrait mieux se faire petit et ne pas crier sur tous les toits que l'humanité est présente, comme on a pu le faire avec Voyager 1. Mais bon, dans tous les cas, ces théories sont intéressantes mais ne vont clairement pas en notre faveur. Espérons donc qu'elles restent à l'état de théorie. Pour la dernière, en revanche, qui est à mon sens une des plus probables et logiques car elle repose sur des bases fondées et ne part pas trop dans l'imagination, elle émet tout simplement la possibilité que nous n'arrivons à établir aucun contact avec une potentielle civilisation car nos moyens de communication seraient trop peu avancés. Les signaux que nous envoyons ne parviennent peut-être même pas jusqu'à des potentiels récepteurs, ce qui est quand on y pense plutôt logique. Quand on voit le progrès réalisé par l'humanité pendant le dernier siècle dans tous les domaines, c'est assez facile de penser que nos moyens de communication actuels seront très vite dépassés par de nouveaux moyens plus perfectionnés et forcément plus adaptés. Sauf que les moyens technologiques auront beau se perfectionner de plus en plus, toujours plus puissants, toujours plus rapides, ils seront toujours confrontés au même problème, l'immensité de l'univers. Sur Terre, un marin habitué des océans pourrait vous dire à quel point c'est rare et difficile de croiser un autre marin. L'univers est constitué d'une immensité de vide absolument inimaginable. Imaginez un peu le temps que ça nous prendrait pour ne serait-ce que rejoindre un autre système solaire. À cette allure, on mettrait quoi? Des centaines, des milliers d'années? La sonde Voyager 1 n'est même pas totalement sortie de notre système solaire, alors qu'elle a été lancée à peu près 17 000 km/h en 1977. Alors si on parle de traverser des galaxies, même à la vitesse de la lumière, ce serait tellement long. Ça prendrait quoi, des centaines de milliers d'années? Des millions d'années? Bon, vous en pensez quoi de ce paradoxe? J'ai pas pu tout aborder dans cette vidéo, donc si vous avez vos propres théories, foncez, les commentaires sont là pour ça. Je demande pas ça souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que près de 99% des gens qui regardaient les vidéos ne l'étaient pas. Vous avez sûrement jamais vu ce chiffre avant. Je pense que c'est un record. Donc bon, c'est gratuit, ça me soutient avec un petit like. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Tchuss.